monde est en transition. Et vous, salariés, cadres ou dirigeants, découvrez IMTBS Executive Education. Des programmes de formation pour permettre aux entreprises et aux administrations d'affronter les nouveaux enjeux numériques, éthiques et sociétaux. Alors vous aussi, devenez acteurs du changement. IMTBS Executive Education, les compétences clés pour un monde numérique responsable. Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce webcast qui concerne un sujet depuis longtemps d'actualité, appelé à le rester et même à devenir de plus en plus sensible et incontournable pour toutes les organisations, pas seulement les entreprises, donc le RGPD, et comment en fait appliquer le RGPD dans son organisation. Rapidement, les interlocuteurs de ce webcast, vous verrez donc Fabrice Mattiatia, co-directeur du master spécialisé Data Protection Management et responsable du programme dont nous allons parler, mais Fabrice se présentera plus en détail ultérieurement. Et puis moi-même, donc Philippe Mitton, responsable commercial au sein de la formation pour la formation continue au sein d'IMTBS. Avant de commencer, en fait, simplement pour resituer le sujet, pourquoi proposer ce programme? Vous avez déjà très certainement tous entendu énoncer le principe juridique qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas justifier votre comportement en disant que vous ne connaissiez pas une loi, même si c'est vrai. Et bien en fait, par analogie, on pourrait dire concernant le RGPD que nulle entreprise ou organisation aujourd'hui n'est censée ignorer le RGPD. Et ceci vaut pour toutes les entités ou organisations qui collectent des données à caractère personnel dans le cadre de leur activité. Ça concerne bien évidemment les grandes entreprises, mais aussi les PME, les TPE. Bien évidemment, les collectivités et les associations sont aussi concernées. Et pour finir, les commerces et les artisans n'échappent plus non plus aujourd'hui au RGPD. IMTBS est active depuis longtemps sur le sujet et nous opérons notamment un master spécialisé pour former des experts en protection des données. Il s'agit d'un programme diplômant sur 12 mois. Mais s'il est évident et a priori plus facile pour des grandes entreprises de se doter d'un expert en protection des données, c'est pas toujours la même chose en fait pour des entités de taille modeste, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer et de proposer ce programme certifiant d'acculturation aux principaux enjeux du RGPD et à la mise en œuvre effective du RGPD. Et puis, pour souligner à nouveau l'intérêt de ce programme, en fait, il suffit de rappeler qu'aujourd'hui, la CNIL sanctionne, alors vous avez tous entendu parler des amendes records appliquées à des organismes tels que Google, mais en fait, aujourd'hui, la CNIL sanctionne aussi les PME, les petites communes, les médecins libéraux, et y compris aussi les partis politiques et les artisans. Et 5 000 € d'amende pour un artisan, ça n'est pas négligeable. Dans la slide suivante, nous allons voir l'agenda de ce webcast. Donc, il est extrêmement simple. Une présentation d'une trentaine de minutes où nous rentrerons dans le détail du programme. C'est Fabrice qui fera l'exercice. Et ensuite, nous disposerons d'un temps d'échange d'une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Et nous passons maintenant à la slide suivante. Et avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous présenter l'école, donc Institut Mines Telecom Business School. Oh, pardon, j'ai un petit problème de mon côté. Voilà, Institut Mines Telecom Business School est une école de commerce, et en fait c'est l'école de commerce et de management du premier groupe d'écoles d'ingénieurs de France, Institut Mines Telecom. Un groupe qui présente 3 caractéristiques principales: une forte proximité avec l'industrie et le monde économique. Nous dépendons à ce titre du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, je n'ai rien oublié. Une approche croisée d'enseignement d'excellence, et enfin un rôle moteur pour les transformations. Et au sein de ce groupe, notre école, Institut Mines Telecom Business School, s'appuie, elle, sur 3 forces majeures: une solide expertise sur les transformations numériques et managériales, une double culture manager-ingénieur liée d'une part à notre intégration, enfin notre appartenance au groupe IMT, et bien entendu à notre proximité avec Télécom Sud Paris. Et enfin, IMTBS est une école publique, socialement inclusive, et dont la mission est de favoriser un avenir durable en formant des acteurs responsables, innovants
et ouvert sur le monde. Enfin, je crois que j'en ai fini pour la présentation préalable, et maintenant je pense que je vais passer la parole à Fabrice, qui va rentrer dans le vif du sujet, présenter plus en avant son parcours, ses compétences, et je te laisse la main, Fabrice. Merci Philippe. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette présentation du nouveau programme que l'Institut Mintelecom Business School va vous proposer. Alors, pour commencer par me présenter, donc moi, Fabrice Matatia, à la base, je suis un ingénieur, mais dans mon existence, j'ai été confronté aux problématiques de données personnelles que justement, je n'avais pas apprises lors de ma formation, ni en formation initiale, ni à l'époque, ni même en formation continue. Là, on parle des années 2000, donc à l'époque, vous n'aviez rien du tout là-dessus. Et je me suis trouvé confronté aux problématiques de données personnelles, ce qui m'a donné envie d'en savoir plus. Donc depuis 2005, on va dire, je me suis spécialisé dans les données personnelles. J'ai passé ma thèse de droit en 2010 sur le sujet. J'ai pu participer à la négociation du RGPD dans les années 2015, ce qui fait que je connais de l'intérieur ce texte assez monstrueux, on y reviendra. Et surtout, j'ai depuis donc presque une vingtaine d'années, moi, mon optique là-dessus, c'est une optique d'utilisateur. On ne fait pas du droit pour le plaisir, on ne fait pas du droit pour du juridisme, mais le droit doit être au service des utilisateurs que vous êtes tous. Vous avez d'autres missions. Vous êtes soit des organismes publics avec des missions de service public, des organismes privés avec des missions de rentabilité ou à but non lucratif, mais vous avez des choses à faire. Le RGPD n'est pas votre objectif en soi, mais vous devez le respecter. Donc toute l'optique des différents ouvrages que j'ai rédigés, toute l'optique des cours que je donne, que ce soit à IMTBS, à la Sorbonne ou dans d'autres universités, c'est vraiment une vision utilisateur. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce texte qu'est le RGPD? Sachant que c'est donc un texte que je mets en œuvre moi tous les jours, puisque je suis le délégué à la protection des données dans un ministère régalien. Donc la pratique est vraiment mon quotidien 7 jours sur 7. Si on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc le RGPD, qu'il n'est plus besoin de présenter, quoique. Le RGPD, donc texte entré en application à partir de 2018, on va dire que c'est quelque chose de monstrueux. Ne nous cachons pas. Voilà, c'est un texte qui fait 80 pages environ, 99 articles, 177 considérants en préambule. Les différents articles sont truffés de dérogations dans tous les sens et d'exceptions. Éventuellement, donc c'est mal rédigé ou mal traduit de l'anglais, ça dépend comme on veut. Et éventuellement, c'est contradictoire. Donc il y a tout pour plaire. Et il est évident que voilà, vous êtes une PME, vous êtes un artisan, un médecin libéral, une association, un parti politique. Voilà, vous n'avez pas la connaissance de ce texte et vous n'avez pas non plus ni les moyens ni même la justification d'embaucher un expert pour ce texte. Or, tous les acteurs sont concernés. Aussi bien mon coiffeur qui prend des rendez-vous de ses clients, donc données personnelles des clients, et qui gère aussi les données personnelles de ses employés, c'est les apprentis ou les employés, donc fiches de paye, donc données personnelles des clients. Donc aussi bien mon coiffeur, j'ai aussi je connais aussi des gens, un industriel, une PME, il fait dans le carton, mais tout simplement, eh bien au point de vue RH, il a des ouvriers, donc fiches de paye, donc RGPD. Partis politiques évidemment, associations, syndicats. Dès que vous avez des données personnelles d'individus, personnes physiques, vous êtes concerné par le RGPD. Ensuite, vous êtes concerné à des titres plus ou moins élevés, avec des impacts plus ou moins élevés. C'est sûr que un coiffeur, il aura juste numéro de téléphone de ses clients, date du rendez-vous, éventuellement, quelle a été la prestation. Voilà, c'est assez limité. En revanche, si vous êtes sur Paris, vous avez vu la campagne de publicité ces dernières semaines sur les bus et dans le métro pour
une nouvelle application sur smartphone d'un site de rencontre. Donc c'est évident que là, ce site aura des informations plus confidentielles ou plus intimes sur ses utilisateurs. Et, par contre, le RGPD est le même pour tous. Mais tous n'auront pas besoin de prendre les mêmes précautions, puisque le RGPD fonctionne dans une optique de risque. Et donc, une des choses à apprendre, c'est de savoir évaluer quels sont les risques que l'on a dans sa propre organisation, et de mettre en place en regard les mesures appropriées pour pouvoir réduire ces risques et garantir les droits et les libertés des personnes concernées. Donc l'objectif de cette formation, que l'on a intitulée Essentiel du RGPD, c'est de synthétiser vraiment ce qu'une petite structure doit connaître et quels sont les réflexes qu'elle doit avoir pour être capable de faire son autodiagnostic de son niveau de risque interne et pour savoir quelles sont les procédures qu'elle doit mettre en place en interne pour gérer ces risques. Donc vraiment saisir l'essentiel du RGPD et des enjeux qu'il va impliquer au sein de chaque structure. Et ces enjeux seront différents d'une structure à l'autre. Tout le monde est concerné, hein, aussi bien des dirigeants de l'entreprise, les responsables juridiques, des responsables conformité s'il y en a, éventuellement même un DPO, c'est-à-dire un délégué à la protection des données qui serait en prise de poste et qui veut voir un peu opérationnellement comment faire, mais également des responsables informatiques ou des chefs de projet ou des développeurs. Tous ces publics ont intérêt à gagner une meilleure compréhension du RGPD et à venir comprendre qu'est-ce qui est attendu d'eux, puisque le RGPD va s'appliquer vraiment à tous les niveaux de la structure et que tous les acteurs vont être impliqués. L'objectif de cette formation, on va dire en 3 points. Premièrement, donner une présentation générale du RGPD et de son impact sur l'organisme. Ensuite, deuxième point, une fois que cet impact aura été évalué au cas par cas, il faut être capable en interne et en externe de communiquer sur les traitements réellement mis en œuvre dans la structure. Et enfin, chaque structure doit savoir mettre en place l'organisation qui va lui permettre d'être conforme au RGPD, de garantir la gestion des données respectueuses des droits. Alors tout à l'heure, Philippe a évoqué les sanctions, donc c'est vrai qu'il y a toujours la menace du bâton, les sanctions de la CNIL, mais il y a aussi un aspect positif au RGPD. Respecter le RGPD, c'est pas uniquement pour faire plaisir à la CNIL, c'est pas uniquement pour faire plaisir à son DPO, mais c'est aussi parce que c'est bénéfique en soi. Ça va amener à une meilleure efficacité de l'organisme, d'abord par une meilleure connaissance des traitements qu'il gère. Quand on se met à regarder, souvent, on se rend compte que c'est un peu, si je puis dire, c'est un peu le bazar parfois. Donc rien que le fait de mettre de l'ordre, c'est toujours bénéfique. Donc le RGPD va amener une meilleure efficacité, il va amener une meilleure solidité de l'organisme vis-à-vis des éventuels attaquants, et par conséquent, il va générer aussi une meilleure réputation ou des meilleures relations avec les usagers ou les clients. Donc l'investissement dans le RGPD n'est pas juste défensif, c'est pas juste pour éviter une descente de la CNIL, c'est aussi finalement un investissement dans la qualité des traitements de l'organisme et dans la qualité de sa relation, aussi bien d'ailleurs en interne avec ses propres salariés, puisque les données des salariés sont aussi des données personnelles, qu'avec celles de ses usagers ou de ses clients. Si on peut voir la slide suivante. Merci beaucoup. Donc les 10 modules de cours qui seront répartis sur 5 journées vont suivre un peu une progression chronologique, c'est-à-dire la démarche que l'on doit faire en supposant que l'on part de zéro. Donc si on part de zéro, dans tout organisme, la démarche va consister déjà à tout simplement faire un tour d'horizon, regarder quelle est la situation. Quelle est la situation de l'organisme? Voilà, est-ce que c'est un coiffeur? Est-ce que c'est une application de rencontre sur smartphone? Est-ce que c'est
de la gestion de données de santé. Bon, donc il faut faire le tour, faire un peu un recensement, un état des lieux. À partir du moment où cela a été fait et où la direction de l'organisme dispose d'une bonne visibilité sur ce qu'elle a chez elle, elle va pouvoir prendre des décisions d'organisation afin de pouvoir répondre aux différentes obligations du RGPD. Donc ça passe par un certain nombre d'obligations procédurales. Donc c'est ce qui est marqué ici, registre des traitements, base de licéité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour le moment, mais le RGPD va imposer un certain nombre de procédures internes qu'il faut comprendre, mais qui vont surtout avoir pour objectif à chaque fois d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, toujours on ne fait pas de la procédure pour le plaisir de la procédure, on fait de la procédure parce qu'à la fin, on connaît mieux sa situation, on connaît mieux ses risques, et on est capable aussi d'évaluer quelle est la meilleure réponse à ces risques, et la réponse proportionnée. Le RGPD n'est pas absolutiste, il n'exige pas une réponse absolue, il exige une réponse raisonnable, proportionnée aux enjeux. Donc toute la question est déjà de connaître quand même ces enjeux. Une fois que l'on a cette vision des choses, on peut en déduire quels sont les droits des différentes personnes, que ce soit les employés de l'organisme ou ses usagers ou ses clients ou ses partenaires externes. Puisque le RGPD a instauré une nouvelle répartition des droits et des nouvelles manières de faire jouer ces droits selon les situations. Et contrairement à ce que l'on entend souvent, le RGPD n'a pas du tout généralisé la notion de consentement, au contraire. Il faut vraiment jeter par la fenêtre cette idée de consentement. En revanche, les droits des personnes sont gérés très finement par le RGPD et il faut comprendre comment est-ce qu'ils vont être gérés. Et il faut être capable d'en informer les personnes. Et enfin, le RGPD ne peut marcher que si on a assuré la sécurité de ces données. Donc il ne s'agit pas de faire de la sécurité informatique. Hein, la sécurité informatique, c'est un autre métier. Donc on ne va pas former ici des experts en sécurité informatique. En revanche, il faut être capable d'aller vérifier que la sécurité informatique a bien été assurée par les experts dont c'est le métier, et ce qui permet du coup de vérifier quel est l'état des risques résiduels, et également d'anticiper les crises qui peuvent consister en un contrôle de la CNIL qui peut toujours débarquer demain matin à votre porte, mais ça peut être aussi une panne, un incendie dans un serveur par exemple, ou un lien internet qui va être coupé par des travaux. Ça peut être aussi une attaque de pirates informatiques. Tous les jours dans les journaux, vous voyez qu'il y en a à droite à gauche sur des services publics, sur des services privés, donc y compris des très grands services publics ou des très grands acteurs privés en France ou aux États-Unis ou ailleurs, qui sont victimes d'attaques informatiques. Et donc si le RGPD ne permet pas d'éviter ces attaques, normalement il a conduit à mettre en place des solutions de repli qui auraient dû permettre au moins de minimiser les conséquences de cette attaque. Donc si on est conforme au RGPD, si on a fait tout ça, a priori, on est plus solide. Ça ne veut pas dire qu'on est invulnérable, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais normalement, on est plus solide. C'est le côté positif du RGPD. Donc, c'est pour ça que donc, sur ces 5 jours, on balaye cette démarche et que les cours sont assurés par des personnes qui pratiquent le RGPD. Donc, on n'est pas dans le droit théorique, on est vraiment dans la pratique, dans des cas concrets. Comment, dans la vraie vie, on met en œuvre tout ça, dans des vrais organismes. Quelles sont des vraies situations qui peuvent arriver, les vraies questions qui se posent. Et on apporte le maximum de solutions concrètes, pratiques, pragmatiques, pour permettre aux petites structures de pouvoir faire le maximum sans avoir à se poser trop de questions. Et donc, prérequis, ben justement, il n'y a pas de prérequis. C'était une question qu'on s'était posée en créant cette formation. Faut-il mettre une condition de diplôme ou pas? Finalement, non. Toute personne qui manipule des données, quelle que soit sa position dans l'entreprise, quel que soit son diplôme, peut tout à fait être intéressée par le RGPD et va bénéficier dans cette formation d'une compréhension des enjeux de ce règlement, mais aussi de sa philosophie. Parce que finalement, il faut toujours revenir à la philosophie du RGPD. Pourquoi est-il là? Il est là pour protéger les personnes. Donc c'est un peu une attitude à avoir finalement, et une attitude à mettre en place dans l'organisme. Et c'est cela que l'on va
creuser tout au long de cette formation. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, formation. Donc je laisse à Philippe le soin de présenter le calendrier. Dès que j'ai la parole, merci Fabrice. Oui, donc le calendrier de ce programme. La prochaine session aura lieu début 2024. Donc, comme le disait Fabrice, en fait, c'est un programme en 5 jours, mais en 2 modules. 3 jours pour commencer, donc du 15 au 17 janvier, et ensuite le second module du 8 au 9 février. La clôture des inscriptions sera enregistrée jusqu'au au 22 décembre 2023. Le prix de ce programme est de 3 500 € net de taxes, finançable par le CPF. Donc je le rappelle, effectivement, dans le cadre du RNCP, vous pouvez activer votre CPF en fait pour financer ce programme. La formation a lieu sur Paris, au centre de Paris, et les modalités en fait de participation, en fait, on vous demande simplement de nous envoyer un CV et une lettre de motivation pour valider effectivement vos attentes par rapport à ce programme. Pour toute formation, que ce soit sur le programme, que ce soit sur les modalités d'inscription, vous pourrez joindre Ophélie, soit par mail, soit par téléphone. Elle sera à votre disposition pour vous communiquer toutes les informations nécessaires. Je pense que nous avons fait le tour de la question concernant le programme et son calendrier. Et on va peut-être passer maintenant à la partie questions-réponses, en espérant que nous avons de nombreuses questions. Fabrice, c'est ton domaine, je pense. Oui. Alors, comme je l'ai dit, on va aborder l'aspect sécurité des données, mais l'objectif de la formation, là, surtout en 5 jours, c'est pas de sortir avec des personnes qui après seraient des experts en sécurité informatique. La sécurité informatique, je pense que IMTBS a une offre de formation en sécurité informatique qui doit être bien fournie. Donc là, l'objet n'est pas de former des experts en sécurité. Par contre, l'idée, c'est que toutes les personnes qui suivent la formation vont donc avoir des bases du coup de sécurité, vont comprendre quels sont les concepts mis en place dans la sécurité, quel est le vocabulaire utilisé, et ils seront capables à la fois de discuter avec les spécialistes de la sécurité, puisqu'il y a un certain vocabulaire à connaître, il y a un certain nombre de notions. Ils vont être capables donc déjà ne serait-ce qu'établir le dialogue, ce qui n'est pas toujours facile, puisque la sécurité c'est également un métier à part avec son vocabulaire. Tout comme la protection des données, c'est aussi un métier à part avec son vocabulaire, donc il faut établir des ponts entre les deux. Donc là, les notions de sécurité qui vont être abordées dans le cursus vont permettre aux gens de comprendre de quoi on parle, de comprendre ce qui est attendu, quelle est la commande qu'ils vont pouvoir aller passer aux experts de sécurité. Et c'est ça le principal, c'est d'être capable du coup d'aller dialoguer avec son expert et de lui passer une commande en lui disant j'ai besoin de ça et de ça. Et ce sera ensuite au rôle du responsable sécurité de le fournir. Est-ce que cela répond à la question? De mon point de vue, oui. Y a-t-il une autre question? Alors, le DPO dédié, ce n'est pas lié à la taille de l'entreprise. Vous pouvez être une entreprise d'intérim dans le BTP avec 10 000 ouvriers intérimaires dont vous gérez uniquement les fiches de paye et vous n'avez pas besoin d'un dépôt un plein temps. Et inversement, la start-up dont je parlais, l'application, site de rencontre, la pub partout, dont je parlais tout à l'heure, il y a peut-être que 4 personnes dedans, mais vu qu'elle va manipuler des données très intimes sur ses utilisateurs, elle a intérêt à avoir un dépôt à plein temps, même si elle n'a que 4 personnes dans son personnel. Donc c'est vraiment pas lié à la taille de l'entreprise ni à son chiffre d'affaires, c'est lié à la sensibilité des données qu'elle traite. Alors, il y a 3 situations dans lesquelles un DPO est obligatoire, légalement. C'est d'une part, si vous êtes dans le secteur public, donc voilà, tout ce qui est commune, collectivité, établissement public, tout ça, les GIP, voilà, tout ça, c'est obligé d'avoir un DPO.
il y a également si vous faites de la gestion à grande échelle de données dites sensibles, c'est-à-dire par exemple des données de santé. Vous êtes une clinique privée, donc vous avez plein de patients, vous avez plein de données de santé de vos patients, donc vous devez aussi avoir un DPO. J'ai dit une clinique privée, parce que si j'avais dit un hôpital public, vous auriez déjà dû avoir un DPO, parce que, comme j'ai dit précédemment, toutes les structures publiques doivent avoir un DPO. Donc une clinique privée doit aussi en avoir un, parce qu'elle gère beaucoup de données de santé. Également, si vous faites du profilage de vos utilisateurs, alors ça vise plutôt les entreprises genre Facebook, toutes celles qui mettent des cookies partout, qui font du profilage, de la géolocalisation de leurs utilisateurs en permanence, sont également obligés d'avoir un DPO. Ensuite, ça n'interdit pas d'avoir un DPO dans d'autres situations. C'est même conseillé, justement, quand vous avez beaucoup de données, ça devient conseillé d'avoir un DPO. Dans la question, il était marqué à plein temps. Rien ne dit non plus qu'un DPO doit nécessairement être à plein temps. Là, ça va aussi dépendre des problématiques que vous avez, du nombre de données que vous gérez, de leur sensibilité. Mais un DPO n'est pas nécessairement à plein temps, il peut être à temps partiel. Ça peut être un employé de l'entreprise qui a les compétences et qui exerce la tâche de DPO en parallèle d'autres tâches de l'entreprise, entreprise ou organisme, c'est vrai pour le public aussi, sous réserve que cela ne crée pas de conflit d'intérêts. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être le directeur informatique qui va être aussi DPO de l'organisme, par exemple. Enfin, toute personne qui a son mot à dire dans les traitements informatiques ne peut pas être DPO. Mais le DPO il peut être RSSI, par exemple, justement. Ça peut être mi-temps RSSI, mi-temps DPO, c'est parfaitement complémentaire. Donc ça peut être un employé à temps partiel. Un DPO peut être aussi externe, ça peut être aussi un consultant, pareil, hein, quelqu'un qui a les compétences et qui vend cette prestation, une prestation de DPO. Et donc l'organisme peut s'adresser à ce type de consultant qui va donc consacrer tant d'heures par mois comme DPO de l'organisme. C'est parfaitement faisable. Donc voilà, donc dans la question DPO à plein temps, il y a deux questions. Il y a la quotité de travail, c'est une chose, et la nécessité d'avoir un DPO qui en est une autre. Merci Fabrice. Y a-t-il une autre question? Donc là, on partira sur l'examen de cas concrets. Donc on va partir de situations de la vraie vie sur lesquelles on demandera aux différents participants de travailler pour voir s'ils ont acquis les différentes compétences qui sont prévues. Sachant pareil, on ne va pas leur demander un travail d'un DPO expert, parce que comme l'a dit Philippe en introduction, les DPO experts, IMTBS propose le master spécialisé Data Protection Management qui dure 12 mois, avec 420 heures de formation, plus un stage. Donc c'est évidemment pas en 5 jours que l'on pourra faire la même chose. Donc là, l'idée de l'évaluation des participants, ce sera voilà, sur un cas concret, comment vont-ils réagir, comment vont-ils l'analyser, et est-ce qu'ils ont bien assimilé les différents réflexes qui leur auront été proposés, inculqués pendant les 5 jours de formation. Très bien. Ah, question intéressante. Alors, vous avez la CNIL qui propose un MOOC qui s'appelle l'atelier RGPD, qui est pas mal. Donc mais c'est pas nécessairement en amont de la formation. C'est pas du tout un prérequis indispensable. Donc ce MOOC de la CNIL qui est un MOOC de sensibilisation, vous pouvez le faire. Par contre, voilà, il n'y a pas du tout l'interactivité et les cas réels que nous, on va aborder dans le programme d'essentiel du RGPD. Alors, je pense que si une entreprise a vraiment des besoins très particuliers et éventuellement plusieurs personnes à envoyer, je pense que l'école peut prévoir une session sur mesure pour cet organisme. Je pense que ça peut se discuter du coup
en bilatéral avec les. Je pense que c'est Philippe, me confirmera. Oui, Je pense que je voilà, suis d'accord. En effet, effectivement, on sait répondre par des formations intra, avec effectivement une personnalisation du contenu en fonction des objectifs, à partir du moment où effectivement l'entreprise a plusieurs personnes à former. Donc ça va peut-être plus concerner des entreprises d'une certaine taille déjà, mais en tout cas, oui, nous savons le faire. Mais sinon, ensuite, les règles du RGPD sont les mêmes pour tous. C'est peut-être aussi un défaut du RGPD, c'est qu'il fixe les mêmes règles pour tout le monde, que ce soit une administration, que ce soit une entreprise, donc un peu plus lucratif, que ce soit un organisme avec 10 personnes, donc que ce soit Facebook, enfin des géants mondiaux qui ont un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et ce sont les mêmes règles pour tous. C'est d'ailleurs une des critiques qui lui sont faites, c'est-à-dire que, mais qui sont faites aussi aux autres règlements européens. Si vous avez suivi l'actualité avec le Digital Market Act, Digital Services Act, etc., qui met en place un certain nombre d'obligations pour les acteurs du numérique, il a souvent été dénoncé que ces contraintes étaient trop lourdes pour les petites structures, puisque, et notamment pour le RGPD, elles avaient été pensées pour les GAFAM. Mais donc on a conçu quelque chose pour les GAFAM et on l'applique aussi aux petites structures. C'est vrai que c'est pas toujours évident. La question d'ailleurs précédente, voilà, est-ce qu'il faut avoir un DPO à temps plein? C'est sûr qu'une petite structure, mon coiffeur ne va pas embaucher un DPO à temps plein. C'est évident. Donc du coup, on est bien obligé de présenter les différentes mesures du RGPD qui sont transversales, qui sont les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, chaque organisme va devoir les personnaliser, va devoir insister sur tel ou tel point en fonction de ses particularités. Merci. Alors, est-ce que Philippe là a des éléments de réponse? Alors, il y a un premier élément. Alors, de toute façon, que ce soit en présentiel ou à distance, la formation, on ne l'avait pas précisé en effet, est une formation en présentiel. Enfin, de toute façon, si elle se fait à Paris, c'est une formation à 100% en présentiel. Il y a un support pédagogique qui est inclus dans la formation. C'est le livre écrit par Fabrice. Je te laisserai peut-être en dire deux mots, que nous avons inclus dans la formation, et c'est une base très très intéressante à posséder et à laquelle faire référence régulièrement. Tu veux en dire plus sur ce... Oui, donc je suis l'auteur de pas mal d'ouvrages de vulgarisation sur le droit du numérique en général et sur le RGPD en particulier, et notamment, voilà, ouais, voilà, on le voit à l'écran. Non, pardon. Ouais, c'est pas grave, voilà. on revient. Ouais, donc j'ai rédigé un ouvrage qui est le manuel de survie du RGPD, qui reprend toute cette démarche pragmatique pour les petites organisations, la démarche chronologique que j'ai présentée tout à l'heure. Donc ça nous servira de support de cours. Parfait. Avons-nous encore des questions? Bon, je crois que celle-ci, il y a déjà plus ou moins répondu. Non, mais c'est justement, c'est vraiment le cœur de cible de cette formation. C'est pour ce type de public que nous avons conçu ça. Donc, en effet, un patron de PME, a priori, il a des besoins RGPD qui sont moyens, sauf si c'est lui qui a créé cette plateforme de rencontre avec des données intimes. Mais sinon, voilà, une PME normale, si je puis dire, n'a pas des besoins RGPD énormes. Elle va pas embaucher un DPO, même à temps partiel. Il n'est pas question que son patron devienne expert. En revanche, ce qu'il faut que le patron d'une PME en retire, c'est qu'il sache quelles sont ses obligations, qu'il soit capable d'évaluer la situation de son entreprise face aux obligations légales. Comme le disait Philippe au début, nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà, en tant que patron, il doit connaître la loi, il doit connaître qu'est-ce qui est attendu de son entreprise, être capable d'évaluer sa situation. Et ce que réclame le RGPD, c'est une posture adaptée à la situation.
Le RGPD n'est pas maximaliste. Donc il faut que du coup que le patron de PME soit capable d'évaluer sa situation et d'évaluer quelle est la posture proportionnée qui sera attendue de lui. Et comment il va la mettre en place. Éventuellement, il fera appel, si besoin, à un DPO externe à temps partiel, consultant, enfin, à ce qu'il voudra. Mais il doit être capable du coup d'évaluer sa situation pour prendre les décisions qui en découlent. Donc c'est ça le principal. La démarche ensuite qui aura été vue au cours de la formation lui permettra déjà de piloter globalement le processus de mise en conformité. Et donc du coup de voir quelles sont les différentes étapes qu'il devra suivre pour que son entreprise à la fin soit conforme. Donc c'est ce processus qu'il va expérimenter dans la formation et qui lui permettra ensuite de le reproduire dans la PME pour que la PME, au bout du compte, puisse être conforme à ce qui est attendu d'elle. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Avons-nous encore une question peut-être? Encore. Ah, ça aussi c'est un sujet. Je te laisse répondre, c'est ton domaine. Alors, le RGPD lui-même n'a pas changé depuis 2018, heureusement. Donc non, le RGPD ne se met pas à jour. En revanche, ce sont les autres textes européens qui viennent se rajouter jour après jour. Donc là, par contre, ça bouge tous les jours. Si vous suivez l'actualité, vous voyez qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, vous avez un débat sur un projet de loi sur la sécurité des réseaux numériques. Et donc, en effet, tout ça vient se surrajouter au RGPD. C'est vrai que depuis le début, on a parlé uniquement que du RGPD, mais le RGPD n'est pas la seule législation à appliquer. La situation est encore plus complexe que ça. Vous avez le RGPD, vous avez la loi informatique et liberté, vous avez là le projet de loi SREN. Donc vous avez des obligations dans tous les sens. Et c'est vrai que ça demande une veille énorme d'arriver à savoir ce qui bouge sur tous les fronts. Donc le RGPD lui-même ne bouge pas. Les autres textes, eux, ils bougent, ils se surrajoutent. Et on ne peut pas faire l'économie d'une posture de veille continue parce que chaque jour, ça peut changer. Donc là, malheureusement, voilà, avec la formation, on saura où on en est au jour de la formation. Malheureusement, dès le lendemain, le monde va évoluer. Alors moi, du coup, là, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que dans le cadre de la formation, cette posture de veille va être évoquée? Est-ce que tu donneras des conseils et des pistes et des moyens pour être justement toujours au fait de la formation? On peut en effet donner des conseils sur la veille, mais c'est vraiment multicanal. Il faut j'ai un certain nombre d'outils de veille qui sont des outils du coup de professionnels de la protection des données. Et là, pareil, le patron de PME ne va pas s'abonner aux mêmes outils que moi je suis tous les jours. On ne peut pas lui demander ça, c'est pas du tout réaliste. Donc c'est là qu'il aura besoin de faire appel à un spécialiste qui va régulièrement lui dire éventuellement qu'il y a eu des évolutions dans tel ou tel point. Mais c'est là en effet qu'on ne peut pas rester seul. Voilà, un organisme qui n'a pas de quoi justifier un DPO à temps plein, en effet, il ne peut pas tout seul suivre l'évolution de la situation. Mais au moins, il va être capable de discuter avec des spécialistes du sujet et il va être capable de les consulter et de savoir ce qu'il doit leur demander régulièrement. Merci. Avons-nous encore une question? On peut avoir plein d'activités prévues. Et en effet, l'échange d'expériences, de bonnes pratiques et de situations concrètes est très important. On peut donc aussi bien chacun apporter ses situations individuelles. On a aussi un serious game que l'on peut mettre en place qui permet d'échanger et de mettre les joueurs dans la situation de prendre des décisions, puisque c'est un peu toute la question, les différentes questions qui ont été posées là, l'expert RGPD, le dépôt à temps plein. Quelle décision faut-il prendre? Et c'est sûr que il n'y a pas de solution unique. Là, évidemment, si tout le monde embauchait un DPO à temps plein, la situation serait résolue, mais c'est évidemment économiquement pas du tout envisageable. Donc, c'est à travers les échanges des cas concrets et des solutions pragmatiques
que l'on arrive à voir que, justement, c'est le mot pragmatique. On n'applique pas le RGPD de manière absolutiste, mais on l'applique de manière adaptée à la situation de chaque organisme. Merci. Bon, je pense peut-être que nous n'avons... Voilà. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de ce webcast. Merci Fabrice pour tes éclairages et toutes les précisions concernant le programme. Merci à toutes et à tous encore une fois d'avoir participé. Nous vous enverrons des compléments d'informations concernant le programme. Le replay sera aussi prochainement disponible. Et toute l'équipe, Ophélie, mais toute l'équipe aussi, et moi-même, restons à votre disposition pour vous accompagner effectivement dans la mise en place de cette formation. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir.